Yosha! Suite à un live sur la chaîne Megaforce, j'avais évoqué les coulisses du développement de Sonic the Hedgehog 2 et je me suis dit qu'il serait intéressant d'approfondir le sujet. Du coup, si t'es un Sega intégriste, alors désnapche-toi une binouse, sors ton paquet de Monster Munch de gros et cale-toi bien, car mon pote, tonton Oni va dérouler dans 3, 2, 1, Ikimasho! Alors toi-même tu sais, Sonic est un punk à hérisson avant-gardiste. Se teignant les vœux champs bleus depuis juin 1991, l'animal a réussi l'impensable en dérobant l'attention des gamers plateformophiles, qui, jusqu'ici se pignolaient exclusivement sur un plombier moustachu en surcharge pondérale, passant sa vie à pénétrer des tuyaux. Le dit plombier dominait le marché depuis 1985, au profit du Sega Nemesis, c'est-à-dire Nintendo Sama. Ainsi, pour tenter de renverser la vapeur, un certain Yuji Naka, embauché chez Sega en 1983, se vit confier la mission capitale d'enfanter un rival commercial qui deviendrait une icône pour la marque. Naka-san était tout désigné pour la tâche, ayant le vent en poupe grâce notamment à ses Phantasy Star Mark III sortis en 87 et ses Ghouls and Ghosts Mega Drive de 88, qui ont bien marqué les esprits à l'époque. Quand le projet fut lancé, le mec avait déjà, avant même le début du développement, défini le concept du jeu basé sur la vitesse avec un gameplay simple dans un environnement complexe, reprenant par là même le principe de base d'un Mario, le tout illustré par un petit moteur de jeu qu'il avait créé pour en faire la démonstration. Il ne lui fallut que l'aide de Naoto Oshima pour donner vie à la fameuse bestiole, et cela après divers essais incluant un lapin toxico nommé Pfizer. C'est faux. Et un pangolin covidiste du nom de Mighty. Ça c'est vrai ça! Le curseur finit par s'arrêter sur le hérisson bleu que l'on connaît, qui reprenait les codes visuels de Mickey Mouse, afin de pouvoir toucher un public occidental, comme le lui avait ordonné sa hiérarchie. Les deux compères furent rejoints par 5 zookers, dont Hirokazu Yasuhara, qui level designera les stages tels que nous les connaissons tous. À grands coups de journée de 19h, un produit final qui déboîte tout ce qui s'était jamais présenté sur Mega Drive finit par être bouclé, et ça résultera sur un total de vente de plus de 24 millions d'unités. Ce que le boss, Hayao Nakayama, n'avait même pas osé rêver dans ses rêves mouillés les plus torrides. Mais ce n'est pas pour autant que ce vieux grincheux de Nakayama allait faire preuve de reconnaissance envers ses employés méritants. Pas question que ses esclaves s'exposent dans les crédits du jeu afin qu'on ne les lui pique pas. Nakayama, un humaniste dans l'âme, avait une très fâcheuse maladie qui lui faisait faire des crises de crampes tétanisantes au niveau de ses doigts décharnés, qui se resserraient de manière automatique autour de son porte-monnaie à chaque fois qu'on avait le malheur de lui demander une augmentation. Mais s'il éprouvait quelques difficultés à lâcher du bifton, Nakayama se rattrapa en montrant sa reconnaissance infinie, notamment en pourrissant Naka pour avoir été trop lent à finir Sonic. Ce qui peut paraître paradoxal quand Nakayama lui-même ressemble comme 2 gouttes d'eau à Franklin la tortue. Ayant fini par choper une gonflite des couilles 19, à force de se faire traiter comme un étron, Yuji Naka claquera la porte dans la gueule à Nakayama, lui ébouriffant au passage son unique mèche de cheveux soufflée par l'ongle de choc. Du fait de bonnes siestes digestives pouvant se transformer en hibernation, Hayao Nakayama se réveilla un jour lorsque la bulle qui lui sortait du nez lui éclata en pleine face en s'écriant « Putain, il faut lancer le dev de Sonic 2 !» Il se trouvait que quelque temps auparavant, un de ses employés gaijin, Mark Cerny, codant sur des projets Master System à Tokyo, lui avait déjà proposé l'idée de lancer le développement de Sonic 2 suite au départ de Yuji Naka. Pour cela, il proposait de retourner dans son pays de gros pour y fonder un studio Sega qui combinerait la crème des employés de Sega Japan avec les best développeurs à Merlock. L'idée du studio fut validée, mais il ne se vit pas confier la tâche de Sonic 2. Cerny, ayant déjà pris ses clics et ses claques, quelques mois auparavant, avait emmené sa gonzesse s'installer en Californie pour former le Sega Technical Institute, soit STI, dont le premier projet serait le jeu Mega Drive Dick Tracy. Ce jeu sera suivi plus tard de Kid Caméléon. Rappelons tout de même que,
Quand Cerny avait proposé de faire Sonic 2, la question avait été vite répondue avec une citation en japonais dans le texte. « Non mec, tu déconnes, c'est beaucoup trop tôt, y a pas le feu au lac !» Et l'eau coula sous les ponts justement, avant que ne commence, en novembre 1991, le développement de Sonic 2 qui, ayant finalement obtenu l'aval de Nakayama suite à sa sortie d'hibernation, devait originalement démarrer en septembre. Mais Sega Japan gérera les visas de travail sur le sol américain des devs japonais comme des pieds, entraînant par conséquent un retard de 2 mois. Malgré ces 2 mois sans les têtes pensantes, il fallait commencer à préparer le chantier. Du coup, Cerny se sort les mains du calbar et recrute des Américains dont certains deviendront célèbres, comme, par exemple, Tom Payne, Brenda Ross et surtout Craig Stitt, qui sera plus tard connu comme le papa de Spyro le Dragon. Marco structure donc l'équipe comme il peut. Quand les Nippons débarquent, Masaharu Yoshii prend la direction du projet, accompagné de membres originaux de la Sonic Team, avec notamment Hirokazu Yasuhara et Masato Nakamura. Ce dernier étant le compositeur de J-pop qui a fait les musiques du premier opus, et qui est de la même famille que... Ferme la porte, à la cookie dans le sac. Tu vas la fermer ta grande gueule! Ok, je me désolidarise de cette blague. Seul Naoto Oshima, qui lui a dessiné Sonic, ne fait pas partie de la bande, puisqu'il prendra en charge Sonic CD un peu plus tard. Donc les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Sauf que comme les réunions sont tenues en japonais, les Amerlocs y billent que dalle, et c'est un beau bordel qui donnera bien mal à la tête à notre Marco, puisqu'il est le seul qui maîtrise à la fois le japonais et l'anglais, et qui doit, par conséquent, tout réexpliquer à ses chers compatriotes qui le regardaient d'un air benet de merlan frit. Cerise on the cake, quand on veut améliorer une recette qui défonce déjà la bécane, et qu'on n'a pas les connaissances d'un Yuji Naka, bah c'est chaud du boulard. C'est alors que ce coquin de Marco prendra son téléphone pour recontacter Yuji Naka, qu'il connaissait bien du temps où il était à Tokyo, pour lui faire du gringue dans le but de le pécho, en lui disant « Dis mon poteau, tu veux pas ramener ton boule en Californie? On te file tout ce pourquoi Nakayama t'a envoyé Brer, du pognon, du respect et de la reconnaissance pour ton travail. » Ce à quoi Naka lui répondra du tac au tac. « Écoute-moi bien Marco, si on fait un mode de players, je suis ton homme. » Ni une ni deux, voilà-t-il pas que Naka-san rapplique en Californie, vêtu d'un treillis de guerre, pour intégrer le projet. C'est ainsi que Sonic se verra attribuer un petit pote que l'équipe décidera d'appeler Tails à l'unanimité, ce qui fâchera tout rouge son créateur, Yasushi Yamaguchi, qui voulait absolument que son personnage s'appelle Miles Prower. Il ira jusqu'à rajouter ce nom dans des sketchs en guise de protestation. Le développement avançant, la barrière du langage ne fut pas l'unique problème, surtout avec des personnalités fortes comme Yuji Schwarzenaka, qui n'hésite pas à t'envoyer un scud dans ta face si tu travailles pas comme un robot. Et justement, à ce propos, les Américains étaient plus détendus du string, et arrivaient à 9h pour repartir à 5 en sifflotant. Et on ne parle même pas des différences culturelles, qui, au final, provoquaient des dissonances créatives dans le jeu qu'il a fallu corriger dans un souci d'homogénéité. Et si par ailleurs on saupoudre le tout avec un Sega Japon qui harcèle l'équipe en permanence pour savoir où en est le projet, puisque Sega voulait communiquer le plus possible sur le jeu en lui allouant un budget marketing à hauteur de 10 millions de dollars et un partenariat avec la chaîne pour mioche Nickelodeon. Concernant Nickelodeon d'ailleurs, un prototype du jeu sera même volé lors d'un show. Et ouais, c'est chaud. Si on fout tous ces éléments dans la marmite, eh ben, on obtient là une expérience comparable à un Battle Royale sous fond de Koh-Lanta, avec des épreuves genre manger des sauterelles par le nez, ou encore nager au milieu d'un élevage de piranhas amazoniens, tout ça pour faire un putain de jeu vidéo. Les Japonais considéraient que les Américains servaient à rien, alors que les Américains étaient pas d'accord en rétorquant qu'ils servaient quand même un peu à quelque chose. Pour être sûr que le jeu sorte avant Noël, Sega enverra 13 Japonais en renfort pour boucler le bouclard, et une grande partie du contenu prévu pour le jeu sera malgré tout coupée. Alors que le soft sort enfin en novembre 92, le jeu s'arrache autant qu'un manga hentai avec Gemu Oni dedans. Le game finira sa course à plus de 8 millions d'unités vendues in the world. Traumatisé par l'expérience, Mark Cerny sautera du bateau Sega Technical Institute, illico presto, la queue entre les jambes, en s'enfuyant vers l'horizon, tout en braillant « Plus jamais ça !»